Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Bonjour et merci d'être avec nous sur Métropole. Nous sommes mercredi et c'est la rubrique Le Point. Comme annoncé à la rubrique Le Point, ce matin, nous allons parler cinéma, littérature, art et éducation. Une émission en deux temps. D'abord avec Arnold Antonin, on va parler art et cinéma notamment. Et on va parler éducation en seconde partie avec l'écrivain Jean-Claude François. Donc, merci d'être avec nous. Merci à Arnold. Bienvenue à la rubrique Le Point sur Métropole. Merci Lunaire. Content d'être avec toi. Moi, je vais commencer pour me dire, monsieur, dame, la société, même Maurice Sixto. Mais ce n'est pas lui qui l'a matin. Hein. C'est Arnold qui vient parler nous le dernier œuvre que il a projeté là aujourd'hui, qui est consacré à Maurice Sixto. Arnold, pour qui ça initiative ça? Bon, moi-même, je connais Maurice Sixto depuis longtemps, à travers œuvre. Moi, j'étais au Venezuela. Le moment lui-même qui était à New York, vous voyez, Léa Kokoye pour moi. Et puis depuis le temps de Léa Kokoye, que je trouvais que c'était une œuvre admirable. Donc, depuis le ça, je commencé à suivre Maurice Sixto. Donc, moi, toujours intéressé à faire un travail sur Maurice Sixto. Maurice vient mourir. Mais ça me vient découvrir, c'est que Mounio connaît tout personnage Maurice Sixto. C'est des personnages très populaires, emblématiques d'Haïti. Tout le monde connaît Metzabel Bock, Léa Kokoye, Saint-Anise, Gomoso, voilà. Et puis, l'autre, on connaît un personnage secondaire, on connaît Derilus, etc. Mais, je ne vois qu'il n'y a pas de Maurice Sixto lui-même. Okay. Donc, moi, je voulais faire un film pour que Mounio vienne découvrir qui est-ce qui Maurice Sixto en lui-même. Et ça qui t'intéresse dans Maurice Sixto, c'est que je ne finis pas comprendre son nègre qui était aveugle. Ouais. Parce que tout le monde ne pas comme ça. Et plus la vient aveugle, parce qu'elle commence à perdre du yeux au fur et à mesure, c'est glaucome qui était gagné, plus j'ai l'impression son nègre qui a besoin de jeter lumière sur la société haïtienne. Donc, et son bail est extrêmement intéressant pour au lieu que monsieur tombe dans la dépression, parce que l'on n'est pas de fait aveugle, on commence aveugle à 40 ans, ça est capable de déprimer en pile, son bail est dû. Et puis, à ce moment-là, c'est le ça, monsieur vient plus à créer, monsieur a décrit la société haïtienne, et nous allons retourner sur ça, tout aspect que décrit dans la société. Et puis, moi, je viens et découvrir tout que parler de Maurice Sixto, c'est une occasion de parler de créole, mais nous avons mois de la mois d'octobre, langue créole, culture créole, et en même temps tout, découvrir l'importance et épaisseur littéraire de travail Maurice Sixto. Et son bagage est intéressant pour que et étudiants, et universitaires, et haïtiens en général connaissent que son travail qui gagne une épaisseur, une qualité littéraire, une qualité scientifique tout, et que actuellement dans toute université, même à l'étranger, thèse a fait sur Maurice Sixto, a étudié Maurice Sixto comme représentant d'un genre littéraire nouveau, un genre littéraire typiquement haïtien qui aurait l'audience. On a privé ce film tout à l'heure. Mais ce n'est pas Maurice Sixto qui commence à l'audience là. Okay. Depuis Justin Lérisson, avec Zoun chez Sanenen, la famille Petite Caille. Mais c'est l'audience qui était faite à l'écrit. Et qu'après, on mettait à l'oral. Réginald Lubin, par exemple, magnifiquement fait la famille Petite Caille à l'oral. Mais Maurice Sixto lui-même, carrément, c'est dans l'oral dans l'entrée. D'où l'oraliture. Donc, c'est une occasion de discuter de l'audience et de l'oraliture en général. Donc, on t'a dit, bien que c'est un sujet plus populaire que me traiter, Maurice Sixto et l'audience, mais c'est un film qui peut être puis moins populaire parce que son film côté justement grand pile l'intervention de sémiologues, sémioticiens, spécialistes du langage là-dedans tout. Il y a un côté technique, littéraire et critique littéraire là-dedans tout. Avant d'aller sur le film, et Arnold Antonin, c'est pour faire travailler ça, monsieur, que vous faites des recherches sur Maurice,
Qui est Maurice Teye? Côté de sortie, un petit peu de... Comment le faire arriver là, mon amour nous connaît, si vous avez des détails. Ah, mais bon, mais justement, c'est ça film m'a raconté. Ok. À travers des témoignages de monde qui très proches lui, de monde qui d'ailleurs partageait conditions tant que Michel Péan. Ok, oui. Ouais, en effet, son film que me fait avec collaboration avec Société haïtienne d'aide aux aveugles Ça. et avec la Fondation Maurice Sixto. Il y a une intervention, moun tant que Paula Péan, tant que Coralin, Jean-Claude Martineau, premier monde qui mettait Léa Cocoyer en pièces. Donc, qui vient faire que le public et américain connaît Maurice Sixto. Et puis, d'autres mondes qui étaient très proches, tant que Madame Ni, qui est dans le film, Gertrude Séjour lui-même, Fondation. Et un jeune, d'ailleurs, qui a souhaité, le n'a passé film, qui peut intervenir pendant quelques minutes, parce que M. son jeune qui, d'après lui-même, c'est grâce à Maurice Sixto, il sorti dans une situation très difficile, l'idée, et grâce à Maurice Sixto, à valeur que le retrouver Maurice Sixto, il dépassait la situation dure côté le table là, et il vient un grand artiste, pas seulement un grand imitateur de Maurice Sixto, mais un grand connaisseur de Maurice Sixto, avec ambition d'adapter Maurice Sixto, mais en même temps tout, de prendre d'autres aspects de la réalité haïtienne, Continuer le travail Maurice Sixto, mais sans être une imitation banale, copie-collée de Maurice Sixto, tu vois. Donc, extrêmement intéressant. Et bon, et puis contribution, puis l'autre artiste, et Régine et Morosier Touillot, fait une adaptation de ballet, de gros morceaux magnifiques, extrêmement bien fait. Donc, il y a une contribution dans le film. Troupe et Foudiseux, Abilier Lucien, va participer dans le film, évidemment. Et où il y a des artistes populaires, du théâtre populaire, tant que Gessifra, tant que Tonton Bichat qui est dans le film. Donc, l'idée, on va pas mettre le film dans le là, non, mais l'idée des films, c'est qui ça? C'est des témoignages des gens qui a parlé de Maurice ou bien des extraits de textes Maurice? Le film, sont morceaux choisis de Maurice. Ok. Et là, on a retourné sur ça pour voir l'actualité de Maurice Sixto. Et donc, mais que nous illustrer à travers des acteurs, des pièces de théâtre, des interventions différentes. Donc c'est un peu faire connaître, reprendre l'œuvre, parce qu'il ne s'agit pas de faire connaître l'œuvre, elle est suffisamment connue. Donc c'est pour nous découvrir, et en même temps, c'est découvrir l'homme Maurice Sixto. Un type, un non-voyant, qui, bien que non-voyant, contribue énormément au développement de la littérature orale haïtienne. Et en même temps, tout film, c'est ça veut dire littérature orale, là, ça veut dire l'audience. Toute bagaille ça a regroupé dans le film. Et en même temps, tout, il y a toute réalité haïtienne là, qui est à travers témoignages et à travers ce choisi qui est présent. Donc Haïti, là, tout le temps, en Haïti, dans certaines époques, mais en même temps, tout, une vision très d'actualité sur Haïti. Donc, Maurice Sixto, 1919, fête Gonaïve, etc., il vient la grande Port-au-Prince. À 40 ans, on dit qu'il commence à perdre Gélie, mais ça veut dire le Maurice Sixto a décrit l'enterrement avec Léa Cocoyer, etc. C'est pas de bagaille que le décawé. Donc, c'est l'imagination qui a poussé. Réalité Maurice a décrit dans la période ça Arnold Lantonin. Et c'est le bagaille aujourd'hui, si on a fait on travaille comme ça, que tu as dit même bagaille, donc pas quelque chose qui change là, la période ça. Bon, année prochaine, tu vas faire Maurice Sixto 100 ans. Donc c'est un peu tout rentré déjà dans le centenaire Maurice Sixto. Bien que j'entends bien, Maurice Sixto était aveugle et il est mort depuis avant Jean-Claude Duvalier. En 84, oui, 65 ans. Yeah. Donc, mais M. Sonègue, Jean-Michel Péan, qu'on a bien dit, qui était tout à fait emmagasiné dans la tête li réalité. Donc, on ne peut pas dire que c'est imagination. C'est de bagaille parce que il y a une pile discussion. Est-ce que son écrivain réaliste? Oui, c'est son type réaliste. Mais comme tous les réalistes, l'obligé tout gagne une forme d'imagination qui permet de reconstruire la réalité ça pour le rendre intéressant. Et c'est l'audience c'est ça tout. Nous sommes une espèce de les évangiles
pas écrit non plus tout. C'est après qu'on commence Oui, à vous mettez sur papier. mais c'est C'est toujours d'abord dans la des bouche. espèces de l'audience, tout dans ce sens, puis ce sont nègres qui ont raconté l'histoire, et ils disent que là, le ouais. Donc Maurice Sixto toujours dit que là, le ouais, a fait jouer tête li comme témoin et a interpellé et auditeur. Donc, c'est toute une technique littéraire, donc de création, mais qui partit d'une série de bagailles que monsieur t'a observé vraiment dans la réalité. Si Maurice Sixto était là, je veux dire, monsieur t'a fait un bagage, il t'a prélé côté l'argent Petro-Caribéen. Oui, parce que c'est réalité, il décrit. Donc, son bagage qui manquait, tu vois, et pour tout de suite rentrer dans l'actualité Maurice Sixto et l'intérêt de Maurice Sixto. Maurice Sixto, sous la corruption, Léa Coco, son bagage sur la corruption. Ouais. Son bagage sous favoritisme, népotisme, sous abus sexuels. Il y a tout bagage ça là-dedans. L'on prend Zabel Bog-Berachat, c'est sous même bagage là tout, c'est sous la corruption, manque de professionnalisme, manque de sérieux, la démagogie. Et l'on prend Évangile Arras, c'est la grandiloquence qui est toujours pathétique finalement. Yeah. Donc, c'est ça d'ailleurs, c'est grand bagaille que le fait en français. Mais avec toute la grandiloquence du type qui parle français, de l'ambassadeur, bagaille ça. L'on prend la petite veste de galerie de papa, son bagaille sur les préjugés par rapport au vaudou, les apparences confondent avec la réalité et toute bagaille ça. Boss Chaliran, son bagage sur la campagne électorale aujourd'hui en Haïti, sur toute campagne électorale qui fait que soit faite là, il y a un bagage sur les changements climatiques, enfin pas exactement les changements climatiques, mais sur l'environnement. L'agronome qui sont étudiants? L'agronome qui sont étudiants, tout. Non, l'autre, sous description, ville, côté M. Abdi, comme on remet pays ou pas capable de sale pays, carrément. Donc sur Fatra, sous détritus. Donc, vous gagnez tout aspect ça, et puis, il y a un travail, monsieur, qui est plus populaire, mais qui peut être plus effectif comme résultat, c'est Tissintanise. Donc, sur la domesticité, reste avec, j'ai maltraité monde, et d'après ça, j'ai toujours dit, moi, grâce à Tissintanise, il y a un changement d'attitude chez beaucoup de gens. Oui. En pile monde. C'est un sujet qui parle. Ouais. Maintenant, Ardon Adonné, est-ce que dans l'analyse ça, de monde qui parle avec vous, même qui a suivi Maurice Sixto longtemps, est-ce que vous avez l'impression que leçon, monsieur, parce que toute parole, toute œuvre de Maurice Sixto, il y a une leçon derrière, vous faites citer quelques là-dedans. Est-ce que vous estimez que vous fait ça pour vous faire comme travail dans la société? Est-ce que vous mettez assez en valeur ou encore en pratique, je veux dire? Bon. Et ouais, résultat travail artistique, je me pose peut-être une question ça pour film m'a fait autour. On a posé la même question, est-ce que vous estimez? Donc, c'est des résultats qui sont très lents. Mais cependant, je crois que oui. Je crois que Maurice Sixto, c'est fait que les Haïtiens gardent ce qui a passé dans la société et poser peut-être une question. Essayer de susciter un bagage que nous tous doit gagner, c'est curiosité. Et là, je vous dis, sans beaucoup de politisation, pile jeune, à prendre des côtes là, j'en Caribéen, eh bien, c'est pas curiosité. Son curiosité tout absolument saine et légitime que un jeune, tant à parler de Petro-Caribé, tu as pile l'argent pour le demander tête libre. Côté comme ça, même s'il va aller plus loin, il faut aller plus loin. Parce que si pas une organisation, si pas une réflexion, si pas un programme de bagaille ça, on va voir dans quel côté vraiment. Mais son point de départ est extrêmement important, se poser des questions par rapport à la réalité. Et Maurice Sixto, à travers son humour, d'un film, met en exergue une phrase Gogol, le grand écrivain russe, homme de théâtre, qui dit comme ça, et de quoi riez-vous? De qui sont abri là? C'est peut-être pour avoir appris. Donc, nous mettons tête en question tout dans le bagage ça. Qui responsabilité, qui éventuelle complicité dans une situation pareille, dans toute situation Maurice Sixto après. Donc, moi, quoi, oui. Et même à faire ça qui a passé et côté là, Jean Petro-Caribéen, et j'en diffusé parmi les jeunes,
son résultat de travail Maurice Sixto. Très bien. Vous parlez de ça en pile, nous attendons un petit film sur ça prochainement? Sur qui bagaille? Côte l'argent peut au Caribé. Côte l'argent peut au Caribé. Bon, je souhaité un pile monde faire film sur ça, je ne connais moi-même, je tellement un programme dans le film, donc je ne suis pas tellement guidé par, désormais par l'actualité. Ouais. J'ai un projet, un film qui est très lié à toute question ça, sur Dessalines. Très bien. Bien que mon autre film, bon, fait son autre grand poète haïtien, Anthony Phelps, qui a pris pour janvier. Ouais. Mais je crois que mon travail, je voulais faire sur Dessalines, mon travail, je voulais faire sur un ténor firmé. Donc, ça, de façon indirecte, pour répondre à la question de là. D'ailleurs, je fais déjà le règne de l'impunité. On connaît que l'affaire corruption est très liée à l'impunité. Donc, en voyant le règne de l'impunité, et moi, je crois que c'est déjà un peu un film sur Petro-Caribé. Arnaud Antonin, là, on a poussé longtemps dans le secteur coréen, on a kembe, ou produit en pile, ou bien on genre que ou adopté, c'est des films documentaires sur des personnalités, sur des sujets, etc. Pendant nos contextes, côté on a dit que le cinéma haïtien l'a mouru, il n'a pas gain salle et ou presque pas senti qu'il y a appui qui gagne un secteur ça. Comment on va vivre et j'en ai descendu, Jean cinéma a mouru en Haïti, 7e art là? D'abord, il faut me dire que je fais film de fiction tout, Okay. à part de documentaire. Je fais Les Amours d'un zombie, qui est un film qui prend pile prix international. D'ailleurs, au Festival d'Angoulême, tout récemment, côté Haïti à l'honneur, c'est un deux films qui ont été choisis pour passer, avec chronique d'une catastrophe annoncée, sous le tremblement de terre là. Et Les Amours d'un zombie, moi, c'est un film extrêmement important et réaliste, tout que tout le monde a dû chercher sur ça qui a passé aujourd'hui, sur l'actualité politique. Okay. Et sur affaires et corruption, toute question ça. Parce qu'on connaît ces histoires de zombies qui viennent candidat à la présidence du pays d'Haïti. Donc, mais depuis le SAM, je voulais faire l'autre film de fiction tout. Ça fait depuis l'année 2000, avant 2010, je vais chercher, je ne vais pas pour me faire un film de fiction. Parce qu'un film de fiction m'a dit plus de moyens qu'un film documentaire. Un documentaire où qu'a fait lui avec très peu d'argent, avec une équipe tout petit, 3 personnes qui font un film documentaire. Et gagner un film documentaire plus difficile qu'un film de fiction du point de vue par rapport à la recherche. Par rapport à la recherche et à la réalisation. Parce qu'il faut que le dramaturgie font une histoire. Quand on fait un film de fiction, quand on fait un documentaire, son histoire à raconter, il faut raconter pour l'intéresser le monde. Il faut le bien structurer. Donc, il y a une culture générale, tout, pour aborder des problèmes, ouvrir libre, certaines perspectives. Mais, il n'est pas demandé pour payer un pilote, il n'est pas demandé pour un électricien tout le temps, il n'est pas demandé pour gagner des secrétaires de production, une série de bagages comme ça. Donc, dans les pays étrangers, moi, je raconte une anecdote, ça m'a raconté. Je fais un film qu'on y a, l'autre film, mais c'est avec des producteurs français. Si c'est moi qui ai fait film ça depuis longtemps, je vais faire pour compte moi finir avec ça. Mais même, je pense qu'il faut gagner plus scope pour faire un film. Mais son documentaire que nous avons fait, même avec 50 000 €. Sous le même sujet, nous, un producteur français, un réalisateur français, lui-même qui était déjà gagné toute relation, qui a une plus grande boîte de production, etc., eh bien, il fait film à 900 000 €. Okay. Et son documentaire. Moi-même, si j'ai 200 000 $, je fais un film de fiction, je vais faire. Quel moyen pour faire un film de fiction qui a un sens dans un pays sous-développé en venant en Haïti, je vais besoin de 2 millions de $ pour me faire un film sur Bolivar en Haïti. Je vais faire un film à 10 000 $ ici. Bon, c'est un choix. Chaque monde fait un choix par eux. Mais il faut qu'on 2 millions de $ en un monde pour faire un bon film de fiction dans n'importe quel pays les plus pauvres. Bon, ici, on va faire 200 000. Moi, je fait là 200 000. Aux États-Unis, il a fait lui avec 50 millions de $, 100 millions de $ de bail pareil. Ouais. Mais on ne pas rendre compte de ça. Comprendre que faire un film, son bail est très facile. Et pour faire un documentaire, il faut que vraiment, ou voulez faire lui, et ou privé faire, on dit tout jeune ça. On est voulait faire un film, c'est même ça qu'on est qui voulait qu'on livre, c'est même ça qu'on est qui voulait faire un tableau. En quel monde pas qu'un beau journée, je vous dis. Mais là, vous faites un film de fiction, il faut un minimum de moyens dans le monde. Premièrement, il faut payer les acteurs. Je vous dis,
ne pas payer cachet, je ne donne que des pilules, mais il faut me pilules au moins. Pas qu'à finir la fond Oui, et puis quand on regarde l'enjeu, dit merci beaucoup, c'était intéressant. C'est vrai, tu m'as aidé. Donc, et pour cela, moi, je crois que faut qu'on appuie un mécénat authentique, on appuie de secteur privé, et il faut qu'il y ait un fonds d'appui à la création cinématographique de l'État. Mais est-ce qu'on est sur route là, Arnold? Non, nous pas sur route ça du tout, parce que je dis, en Haïti, moi-même toujours dit que son pays, côté gon pile mystification. Si on, pour revenir à la politique, moi je dis la première grande mystification, c'est la lutte contre la pauvreté. C'est thèse développée dans le film, et sous catastrophe, la chronique d'une catastrophe annoncée. Donc c'est la première grande mystification. En fait, la lutte contre la pauvreté de masse en Haïti, son mystification, parce que la pauvreté de masse, son fonds de commerce lié. La lutte contre le chaos politique, c'est une mystification tout, parce que le chaos politique, c'est un fonds de commerce lié. Et la lutte pour prévenir les catastrophes naturelles, c'est une espèce de mystification de tout, parce qu'il est en train de devenir un fonds de commerce également. On l'a vu avec le tremblement de terre de 2010. Donc, et l'autre dernière mystification qui est, c'est dire que Haïti, c'est le pays de la culture. Son autre mystification. Son gros menti. Son gros menti, c'est vrai que le grand pile et pas grand rien dans le pays, c'est culture vient plus importance en fait. Mais en même temps, tout, si vous voulez que culture ait un sens dans le pays, il faut que y ait une volonté politique, un appui décisif à ce secteur culturel. C'est vrai que une plus grande richesse et filon c'est l'artisanat de culture et c'est la culture en général. Mais, qu'est-ce que ça veut dire en termes réels dans le pays d'Haïti? Ça veut dire que, par exemple, au pays de 10 millions d'habitants, pas un musée digne de ce nom. Grand musée qui est son musée et du patrimoine, un musée d'État qui est le MUPANA. Pas rien. Ou dans le dernier pays sous développement, la passe, il y a 10 ans, au Festival Cinéma, j'ai été étonné de une vingtaine de musées dans le Grain de la Passe. Là, ça, produit intérieur brut et per capita de la Bolivie, c'est presque même bagaille avec Haïti, pour te dire. Donc, lorsque vous pensez qu'il y a toute galerie d'art en Haïti en train de fermer, c'est très peu qui étaient. Il y a une galerie qui a un tableau par mois. Pas dans quelle promotion réelle d'artistes plasticiens. Pour une promotion réelle, il faut faire rétrospectif, il faut faire vendre aux enchères, il faut faire catalogue pour eux. Il faut une promotion réelle, c'est là. Donc là, il n'est pas valorisé. Il n'est pas valorisé, pas dans quel appui, pas dans quel appui d'industrie culturelle à ça. Il y a une qui plus ou moins marché, c'est groupe musical qui fait musique, on a les bagages comme ça. Carnaval, l'argent débloqué, tout ça. Donc, il y a un problème d'appui à la création culturelle en général, aux arts plastiques. À la littérature, c'est un peu différent. Parce que la littérature, nous connaissons, il y a GTO sur l'extérieur. Donc, c'est maison d'édition à l'étranger qui est valorisée. Mais dans le pays d'Haïti, il y a des groupes privés, ça sont mécénats réels, tant qu'on livre en folie, etc. Côté pour promouvoir l'écriture et la littérature. Mais, pas grand-chose. Théâtre, on est fort, mais théâtre haïtien, théâtre sont extrêmement vivants en Haïti, extrêmement important que tu as demandé un pot plus grand appui, il faut gagner des petites salles, même de proximité, côté théâtre, à jouer tout le temps. Et il a participé dans aider les jeunes bagages pour faire. Donc, bien sûr, bien sûr. Parce que nous gagnons l'ensemble, nous sommes intéressés assez avec théâtre. Divertissement, théâtre. Et maintenant, pour arriver au cinéma, on a un pays, alors que tout le monde connaît la valeur de l'audiovisuel, c'est le plus puissant véhicule de transmission de connaissances et de valeurs, eh bien, dernier salle cinéma, l'Impérial, qui est fermé un mois avant le tremblement de terre, là, pour les raisons que nous connaissons et que nous avons tourné sur eux. Et puis, il y a un triomphe que la Banque de la République d'Haïti a acheté, qui a commencé ouvert. Nous avons fait une proposition au ministère de la Culture. Moi-même, nous sommes président de l'association des cinéastes, que nous avons écrit une lettre. Nous avons dit ça nous proposer pour faire avec lui. Mais, nous avons ouvert, nous avons conditionné, nous avons combien l'argent dépensé. Depuis là, plus tombé, là, plus rentré là, nous fermé, nous avons ouvert, mais nous avons ça a fait avec lui, etc. Donc, dans ce sens, où est que la culture là, qui est ça capable de vraiment? Artisanat d'art. Dans toute Caraïbe, il y a demandé artisanat haïtien.
son bail pour un appui, mais un appui décisif avec une volonté Au moins, politique. nous avons exporté. Nous avons exporté. Nous n'avons pas les problèmes pays d'Haïti, tout problème. Mais tout problème n'a pas là, on a viré en rond, on a tourné sur eux. Son problème simple, Haïti a importé 3 fois ça l'exporté. Balance commerciale là déficitaire. Green Bay l'exporté qui compense ça, c'est moun. Donc l'autant depuis le monde a parti après l'autre boisson, exportation de tout. Puisque c'est au cap voyer l'argent tourné qui permettent que nous tout presque 2 milliards de dollars on a recevoir. Donc ou dans un pays côté ou besoin d'une production nationale ou besoin d'exporter pour que ne pas continuer de dégringoler, on va quel monde pas arrêter, on va jamais arrêter non plus. On va gagner ou besoin pas d'exportation de cerveau, pas jamais arrêter non plus, tout le temps que pas de production nationale qui marché. Et bagaille là, c'est juste renforcer yo. Et tout bagaille. L'autre mystification qu'on a ici, c'est l'histoire de que on appuie le développement de l'agriculture. D'ailleurs, la culture vient étymologiquement de l'agriculture, d'une forme de culture. Son l'autre mystification tout. Donc, qui vont t'aveler à la campagne. Moi, je me fais un film sur ça tout. Je ne peux pas sembler que je me fais un film sur chaque bagaille. D'ailleurs, je me fais un film sur maltraitance timoun. Moi, je fais un film sur problème éducation avec Haïti Futur, l'éducation, la seule révolution en Haïti, une éducation de qualité pour tous. Donc, problème d'éducation, problème fondamental. Mais je fais un film sur l'agriculture là tout, avec un grand spécialiste de la question, Michel Bauchet, et à ce moment-là, avec mon appui de SIAT. Et paysans, ça t'a résoudre le même problème, bassin versant, problème environnement, avec des micro-retenues, de petits bagages tout petits, tu as fait dans la vigne, qui t'a coûté 5 000 €, donc je ne sais pas combien de dollars, donc qui était facile, qui permis de recapitaliser, de continuer l'agriculture familiale, qui t'a permis de nous résoudre le problème et à faire alimentation et avec une plus grosse faiblesse nous. Et ça t'a empêché l'exode rural qui fait que, je vous dire, ou pas un moment dans le pays d'Haïti, ou avez à peine sous 100 Haïtiens, ou avez à peine 20 Haïtiens qui vivent à la campagne, tout à descendre la ville, viennent vivre dans bidonville, viennent lumpéniser le pays en pire, parce que le monde arrive dans la ville, dans l'autre pays, tout le monde quitte la campagne, mais elle travaille ou soit dans les services, soit dans l'industrie, dans les 2 autres secteurs. Eh bien, leur vie dans Haïti n'est jamais serré dans la production, donc ils font une grande masse de lumpen, de lumpeniser, et ça devient de plus en plus compliqué de faire une politique. Nous voyons Port-au-Prince là, avec mon Afrique, mon blocus, Port-au-Prince, au Cap, Jacmel, au Caille, tout côté Gounaïve, Saint-Marc. Arnold, et faut nous finir, nous consommons en deux parties. Donc, Maurice Sisto a projeté à Soya, et qui l'autre façon mon cas fait un film ça? Bon, Maurice Sisto a projeté à Soya à 5 heures à l'hôtel Caribé. Et puis, bon, il y a un DVD Maurice Sixto et tout, et qui gagne en plus des bonus qui ne sont pas projetés eux-mêmes. Il y a un bonus extrêmement intéressant sur les Haïtiens au Congo. Michel Philippe Turbo, c'est un témoin qui est dans le film, qui était vivant à Maurice Sixto à Kinshasa. Et donc, il y a un bonus intéressant sur une conversation entre Jean-Claude Martineau et Wally sur qui Jean Jeune est capable, je veux dire, faire un travail au niveau de sa Maurice Sixto t'a fait. Et puis, gagner une soutenance de thèse comme bonus là-dedans, tout dans le DVD, à la faculté de linguistique appliquée sur l'œuvre de Maurice Sixto. Et donc, voilà. DVD, c'est à combien? Bon, DVD Maurice Sixto, il n'est pas en vente actuellement. Il faut monde chercher pour l'obtenir. Et je dis à 5 heures, c'est ouvert à tout le monde. C'est sur invitation, toutes les invitations ont été distribuées, ont été demandées. Bon, très bien. Mais Maurice Sisto, grand l'audience devant l'Éternel, le prince de l'oraliture. Donc ça, c'est le film d'Henri Antonin, le dernier, justement. Et ce monsieur, ça n'attendait en pile. Et mais qui gagne pile monde qui va connaître en deuxième facette qu'à Maurice, qui contre Saint-Anise, contre Gomoso. Mais il y a un aspect Maurice Sisto, pas dans bêtise, il y a pile monde qui va connaître aspect ça. Ah oui. Monsieur a été méchant pile dans ça. Bon,
ça dans le film, tout. Nous parlons de bêtises Maurice Sixto t'a dit, tout, et ça rentre dans un contexte. Ça rentre dans un contexte et toute explication sur bagaille Maurice Sixto, pas dans bêtises là dans le film. Donc c'est à découvrir. C'est à découvrir. Alors nous sommes contents un matin pour parler ça. Donc bonne chance déjà avec tout l'autre projet que vous avez. Merci beaucoup, merci à toi. Et c'est son vrai musée qu'on représente avec tout ce qu'on fait comme film documentaire sur plusieurs sujets. Donc c'est intéressant. Merci. Arnold Antonin, réalisateur, était avec nous pour la première partie et comme annoncé, Jean-Claude François, écrivain, on va parler éducation avec lui. En seconde partie, restez avec nous, on sera de retour très vite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Réunion 36 62 08 08. MSC Trading. Plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Merci d'être encore avec nous. Comme annoncé, Jean-Claude François, qui est éditeur, qui écrit aussi, mais aujourd'hui qui est plus en tant qu'éditeur qu'écrivain. Il est avec nous. Jean-Claude François, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour aux auditeurs de cette émission fort écoutée. Et voilà, bonjour à vous. Et puis merci de me donner l'occasion de dire quelques mots. D'abord au sujet de ce travail des éditions Pédagogie Nouvelle que j'ai créé il y a à peu près 8 ans dans ce pays, à mon retour. Et voilà. Tout à fait. Alors, Jean-Claude François qui est éditeur, responsable des éditions, l'édition Pédagogie Nouvelle, vous l'avez dit. Avant de toucher cet ouvrage, on va voir pour l'édition, qu'est-ce que vous faites et comment est-ce que ça va pour vous? Voilà, on va dire rapidement. Moi, je suis un vieil éducateur qui est retourné dans le pays en 2011 et à qui a été donné l'occasion de servir comme secrétaire d'État à l'enseignement supérieur. De cette position que je dirais relativement d'observateur privilégié, j'ai pu voir moi-même un petit peu l'état des lieux, l'état du système. C'est pas le propos d'aujourd'hui d'en parler, mais quoi que ce soit. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, il y a beaucoup de choses que les gens savent. Et je me suis posé la question à savoir comment moi, je pourrais éventuellement apporter un petit peu de moi-même, de mon expérience, pour pouvoir, disons, apporter un genre de goutte d'eau dans un océan de besoins. Et comme il se trouve que j'écris depuis 1979, je propose des livres scolaires et autres. J'ai commencé par aller voir celui qui était mon supérieur à l'époque, le ministre Réginald Paul. Je lui ai dit que je voulais pouvoir rentrer dans le programme de subvention scolaire, puisque je suis moi-même aussi le concepteur de livres. Il a accueilli l'idée et c'est comme ça que je suis rentré dans un premier temps avec 2 livres d'anglais que j'avais qui s'appelaient English 2000, des livres que j'avais d'ailleurs publiés dans le temps parce que j'avais fait un premier retour en année sabbatique en 1979 et que j'avais republié ces livres-là en Floride en 1997. C'est avec ça que j'ai commencé ça, de chez moi étant, pour voir s'il y avait un genre d'accueil. Maintenant, pendant que j'étais là, il y a 2 amis, un couple qui a beaucoup plus, eux aussi, plutôt lui aussi, pardon, vécu à l'étranger, mais qui était aussi dans le domaine de l'éducation, Dr Marc-Antoine Archer et son épouse, Dr Anna Bellillo, qui sont très connus de la maison d'ailleurs. Et puis ils sont venus, on habitait tout près, ils sont venus rendre visite, puis je leur ai dit, mais voilà ce que je fais un petit peu. Il dit, mais tiens, parce que Marc-Antoine Archer est formé
en physique nucléaire et en mathématiques aussi. Elle dit, ben, je pourrais moi aussi proposer quelque chose qui pourrait être ma compréhension de ce que peut être l'enseignement de la physique par les temps qui courent et des mathématiques. Sa femme, qui est aussi, qui est plutôt psychologue, mais qui est certainement, qui est psycholinguiste aussi, espagnole D'origine a proposé la série Cervantes. C'est comme ça qu'on a formé le premier noyau de gens qui ont voulu proposer quelque chose. Maintenant, nous avons défini un profil rapidement de cette maison d'édition-là. On s'est dit, on va essayer de produire des livres de qualité. Des livres de qualité, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que on est devant l'hypothèse qu'il manque de ce produit-là dans ce qui est offert aux jeunes. Et comme une bonne nouvelle en appelle toujours une autre, pendant qu'ils étaient là un samedi comme ça à la maison, il y a eu le docteur Evans Emmanuel, qui est actuellement vice-recteur de l'Université Quisqueya, qui s'est joint au projet. Avec lui, son épouse qui est enseignante aussi, sa fille, docteur Alexandra Emmanuel, et c'est ainsi que d'autres gens que Evans Emmanuel a accompagnés dans la production de leur thèse de doctorat, docteur Austin Joseph, sa femme, docteur Annie Bra, se sont joués au projet. Ben, le docteur Bénédicte Paul n'est pas resté en laisse non plus. Et c'est ainsi qu'on s'est retrouvé un noyau d'individus d'une douzaine de gens ayant tous un parcours académique, etc. Et assez remarquable. Et ils se sont dit, essayons de produire avec Jean-Claude des ouvrages de qualité. Maintenant, d'où est venu même ce concept, c'est que de la position, comme j'ai dit tout à l'heure, privilégiée que j'avais occupée, j'ai pu voir qu'il y avait beaucoup de choses à faire, mais qu'on ne pouvait pas tout faire, mais qu'on pouvait faire un peu. C'est ainsi que naquit, en réalité, la maison d'édition, les éditions Pédagogie Nouvelle. Vous voyez un petit peu la formulation du concept, Pédagogie Nouvelle, avec l'ambition de contribuer à accompagner certainement les responsables de l'éducation dans ce pays, le ministère et autres, les autres agents aussi, les responsables d'école, enfin, les élèves eux-mêmes et les parents des analystes, tous ceux qui font partie de ce que je pourrais appeler les agents de l'éducation, qu'ils soient dans une position pour la recevoir, cette éducation-là, ou pour la véhiculer. Maintenant, vous êtes uniquement dans l'élaboration, conception de livres, manuels scolaires ou non, autre chose? Pas vraiment. Il y a quand même un autre espace. Nous avons déjà publié plusieurs livres non scolaires, pour vous dire, et ce livre-là du docteur Jacob Mathurin. D'ailleurs, nous avons publié un premier livre aussi pour lui, Tout et Tout. On a quelques livres. On a republié Fridja aussi avec la fin de l'économie, Tout et Tout, de l'histoire économique. On a publié aussi M. Delma-Pierre qui a fait une proposition, un genre de topo à la suite du tremblement de terre de 2010. On a publié quelques livres pour le ministère même de l'économie, des budgets, tout ce que vous voulez. Très bien. Mais on s'est beaucoup plus concentré sur la production des livres scolaires. Et ça va très bien jusque-là. Et est-ce que vous voyez, je ne vais pas dire une différence, mais est-ce que vous commencez déjà à ressentir vos contributions au système éducatif? Une excellente question. Est-ce que ça va très bien? Il y a toujours de la place pour l'amélioration, c'est ce qu'on dit partout. Est-ce qu'il y a un degré de réceptivité? On dirait quand même minimalement et relativement oui, parce que d'une part, le ministère nous a accompagnés, nous a reçus un petit peu parmi les éditeurs avec lesquels il met en place son programme annuel de subvention. Il y a aussi au niveau même de parce que nous faisons plusieurs portes ouvertes, sans tambour ni trompette dans notre espace. On est sur Frères présentement, on était à Pétionville. Et nous croyons, sauf erreur de notre perception de notre part, qu'il y a une très bonne réceptivité. Très bien. Et comme il y a quand même à peu près 210 écoles déjà, où nous proposons nos livres, ça ne veut pas dire que les écoles prennent tout, mais au
où nous avons une bonne entrée, nous serions tentés de répondre à l'affirmatif qu'effectivement, il y a une certaine réceptivité. Très bien. Voilà. Maintenant, pour parler de cet ouvrage, Économie politique et gouvernance de l'éducation en Haïti au XXIe siècle, ou l'art du paradoxe, c'est un ouvrage coécrit par Sergo Jacob et Kotzer Mathurin, c'est ça? Oui. Et pourquoi Voilà. cet ouvrage? La réponse la plus qui me vient à l'esprit en tout cas, parce que ces deux académiques remarquables dans leur parcours qui est expliqué ici, sont à mon avis des gens capables de faire une proposition solide sur des pistes pas seulement de conception, mais d'action pour une perspective de relèvement de ce système qui est à terre. Tout le monde le sait, personne ne va contester que c'est un système failli, qu'il faut reprendre, et c'est ce à quoi s'attellent tous les responsables qui se succèdent. Bon. Maintenant, ils sont aussi des gens qui ont travaillé au ministère pendant longtemps. Sergo Jacob a été, sauf erreur de ma part, consultant pour à peu près 5 ministres. Kotzer est retourné dans ce pays en 96, j'avance une date, et depuis ce temps-là, il est rentré d'ailleurs à l'époque dans le cabinet de Jacques Alexis, qui était ministre de l'Éducation, et qui avait lancé son premier plan, son fameux plan pour transformer un petit peu De réforme? C'est ça, de réforme. Et depuis ce temps-là, il n'a pas lâché, il a participé à beaucoup d'initiatives tendant à, comme, mettons, relever l'enseignement supérieur en tant que tel. Je crois qu'il serait à l'origine même de l'initiative qui a permis l'émergence comment ça s'appelle déjà, d'une instance qui en théorie, qui s'occupe de l'enseignement supérieur au ministère de l'Éducation, non pas INFP. Au sein du ministère, ok. Voilà. Okay. La cellule de pilotage a été, du point de vue conceptuel, je dirais, le point à partir duquel beaucoup de choses partaient pour ce ministère. Il est un petit peu malheureux qu'elle n'existe plus. Donc ce sont des gens, d'ailleurs, ils ont contribué aussi d'ailleurs à l'élaboration de ce qu'on a appelé le plan opérationnel. Avec d'ailleurs le préfacier du livre, qui est un ancien ministre, Vanner-Pierre tout. Ils ont formé une équipe qui ont réfléchi et qui ont fait cette proposition. Moi, je dirais, je ne parlerai pas nécessairement du livre parce que les auteurs qui font une vente signature quand même dans 2 jours sont les mieux outillés pour pouvoir parler de leur travail. J'inviterai par contre tous ceux qui sont concernés, tous ceux que la chose intéresse, la chose éducative, à se procurer cet ouvrage-là, qui à mon avis est un bijou, élaboré sur 5 chapitres, mais qui propose vraiment une compréhension où l'homme haïtien est face à lui-même, se demande ce qu'il est, ce que peut être le système éducatif qu'il veut visualiser, qu'il veut proposer comme agent transformateur, car nous savons que les sociétés se transforment. Tout à fait. Jean-Claude François, et aujourd'hui, certains pourraient vous dire que, est-ce que c'est vraiment ce qui manque, les réflexions autour du système éducatif, les propositions, combien de documents sont dans les tiroirs, est-ce que c'est ce qui manque? Donc aujourd'hui, vraiment, est-ce que ce ne sera pas un ouvrage de plus, Jean-Claude François? Bonne question. Effectivement, c'est un pays surétudié. Et c'est aussi un pays où on a comme l'impression que la continuité n'existe pas. Chacun vient et essaie d'inventer sa propre réalité. Je n'ai pas la réponse à cette question. Mais je dirais qu'à un moment donné, il va falloir que l'on fasse l'inventaire de tout ça et que un système de gouvernance se mette en place, non pas pour se distinguer, se singulariser par rapport à celui qui était avant, mais pour faire le décompte de tout ça, trier ce qui est valable et enfin mettre quelque chose, un plan qui ne soit pas le plan d'un petit groupe qui passe au pouvoir, mais un plan qui soit un plan, vraiment un plan national, auquel adhèrent tous les agents, pas seulement ceux qui ont la responsabilité de conduire le bateau, mais tout le monde, y compris les parents eux-mêmes, quel que soit leur niveau, et les jeunes.
il y a beaucoup de pays, la plupart des pays qui se sont transformés, c'est par le système éducatif. Je pense, quel exemple que j'aurais en tête là? La Finlande, Formose. OK. Formose, c'est pas... Enfin, Taïwan. Taïwan. Il y a quand même une soixantaine d'années, c'est des ananas, les bicyclettes, tout et tout. Aujourd'hui, un ingénieur diplômé de Taïwan, sa formation est reconnue à Londres, à New York, un petit peu partout. Et on voit aussi ce que c'est que ce pays actuellement. Donc, à mon sens, l'éducation, le système éducatif réinventé n'est probablement pas le seul facteur de transformation, mais il est éventuellement le principal facteur avec tous les autres réunis ensemble en convergence. Réinventer le système passerait par quoi? Je n'ai pas la réponse à ça pour continuer ça. Est-ce que ça va être un ouvrage de plus? J'espère que non. Je ne peux qu'espérer que non. J'ai moi-même envoyé, en tant qu'éditeur, j'ai envoyé cet ouvrage-là aux responsables actuels, au ministre Kader, à son directeur de cabinet, et puis ça donnera ce qu'il voudra, ce qu'ils voudront bien que ça donne. Parce que ce sont eux les décideurs actuels. Et ce sont eux les vitrines actuelles du système éducatif. Depuis l'ère Martelly, je me demande si ce n'était pas justement Wagner Pierre qui était ministre à cette époque, on a proposé ce virage vers la qualité. C'était un slogan à la mode à l'époque. Est-ce que vous voyez depuis cette période-là que vraiment on est en train de se tourner vers la qualité? Est-ce que ce changement arrive selon vous, vous qui êtes dans le système et qui avez été secrétaire d'État? Au moins au niveau du discours, il est là. Parlant de Wagner Pierre, je signalerai justement que ce jeune ministre, parce qu'il était jeune à l'époque, est à mon sens, vous avez dit que c'est un préjugé favorable, l'un des ministres à avoir beaucoup pensé et avoir beaucoup proposé aussi. D'ailleurs, avec lui, il y a je crois qu'un paquet législatif de 8 lois, sauf erreur de ma part. Je donne un chiffre, je pense que c'est 8, puisqu'il m'a été donné de participer au moins à l'élaboration de la première version de la loi sur l'enseignement supérieur. Depuis, ça a évolué, évidemment. Donc, oui, et son cabinet aussi, son cabinet technique était formé de gens qui pouvaient l'assister, l'aider. Il y avait une dizaine de docteurs là-dedans, si ma mémoire est bonne. Toujours tous des gens qui avaient la capacité de proposer, de par leur parcours, okay, et qui l'ont fait. Et c'est pourquoi il peut se targuer qu'il a été un ministre qui a proposé. Mais le suivi? Là est la question. La continuité. Yeah. Je n'ai pas de réponse, vous n'en avez pas non plus. Pourquoi les choses traînent? Pourquoi, depuis ce temps-là, la loi sur l'enseignement supérieur, qui semble-t-il aurait été votée par l'un des niveaux des deux chambres, n'a pas été encore, n'est pas encore traduite dans le vécu? Je ne connais pas la réponse. Pourquoi l'Agence nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique reste encore au stade de... Sur le papier? Je ne connais pas la réponse dans ça. Je ne peux que formuler des hypothèses. Il va falloir qu'à un moment donné, nous passions du discours à l'acte, de la parole aux actes. Quand je dis non, je dis tout le monde. Je dis d'abord les décideurs, ceux qui ont la responsabilité, de part de la nation, de conduire les choses, et tout le monde ensemble. Peut-être qu'il y a un nouvel esprit aussi à avoir, un esprit où l'autre qui est venu, qui a fait, et l'autre qui viendra, tout ça travaille dans une chaîne, et que chacun, finalement, n'est qu'un chaînon dans cette grande chaîne. C'est ce qui fait une nation. On ne peut pas arriver et dire, bon, l'autre est arrivé, je tasse ce qu'il a fait, puis je fais moi-même, puis quelqu'un tassera. Je dois laisser ma trace et mon nom. Je ne comprends pas cette logique. Il y a plein de choses que je ne comprends pas. Moi, je sais que j'ai fait de mon mieux dans ce que j'ai choisi de faire. Et puis là encore, quelle sera la viabilité de ça? C'est l'avenir qui dira. Ça ne dépend pas de vous. Non. Économie politique et gouvernance de l'éducation en Haïti au XXIe siècle, au l'art du paradoxe, un ouvrage en vente vendredi, c'est ça? À l'Hôtel Caribé, à 5 heures. Les auteurs seront là. Ils seront là pour répondre. Justement, c'est d'abord par respect pour eux que j'ai lu le livre, je l'ai relu hier soir encore. Mais je pense que c'est... J'allais justement vous demander, est-ce qu'il y a une seule grande proposition ou deux grandes propositions
et dans le livre qu'il faut que vous souligniez ce matin pour nos auditeurs et téléspectateurs? L'enseignement supérieur, que nous prenions ça en charge, que le pays prenne ça en charge. Parce que c'est comme un système à plusieurs étages. Okay? Au bas étage, on a le fondamental, si vous voulez. Bon, on pourrait aller à la petite enfance, le fondamental, le secondaire, et l'enseignement supérieur. Les maîtres, ils sont formés quelque part. Pendant qu'on dit que l'un des problèmes auxquels se trouve confronté ce système-là, c'est la faiblesse même de formation et donc de capacité de transmission des maîtres. Mais ils sont formés quelque part. Ils sont formés à l'étage supérieur. Donc, toutes les strates sont nécessaires. Je pense par contre, ils ont beaucoup insisté sur la nécessité de revisiter l'enseignement supérieur, l'offre universitaire ici. Et ils ont beaucoup. Dans le dernier chapitre d'ailleurs, c'est ça que je dirais qui constitue, à mon sens, ce qui m'interpelle le plus, malgré qu'il faille comprendre tout le système et chacun. Il faut intervenir à chaque niveau. À chaque niveau. Mais l'enseignement supérieur, c'est sur quoi ils ont beaucoup insisté, étant eux-mêmes produits étant des académiques, si vous voulez, qui interviennent beaucoup plus à ce niveau-là. Très bien. Crozet-Maturin lui-même, pendant qu'il travaille là-bas, il a pris beaucoup d'initiatives favorisant l'obtention de bourses à des jeunes, dans l'espoir, bien sûr, que ces jeunes reviendraient au pays. Et participer au renforcement de l'enseignement on supérieur. pose le problème de structure d'accueil ou de réaccueil ou de réinsertion. Ça, c'est un autre registre. Tout à fait. Donc, vendredi 12, les auteurs seront là pour signer, expliquer et répondre aux questions. Oui. Et on a besoin de combien pour se procurer? Le livre est à 2500 gourdes. Mais le vôtre, il est gratuit. Je vais apporter un exemplaire pour vous. Merci déjà. Plaisir. Et après vendredi, où est-ce qu'on peut trouver il est déjà, en fait, le livre est déjà en librairie, à la Pléiade, n'est-ce pas? Et il y a des annonces qui se font dans des médias sur ça, sur le Novelis et la radio. Très bien. On invite les gens qui auront manqué ce événement-là de se retrouver en librairie pour ça. Sergo Jacob, docteur, et Crozet-Maturin, aussi docteur, co-auteur de ce livre « Économie politique et gouvernance de l'éducation en Haïti au XXIe siècle » ou l'art du paradoxe, un livre à lire justement à tous ceux que cela intéresse, l'éducation en général, et le système éducatif haïtien qui est à genoux, comme vous l'avez dit. Oui. Donc les propositions sont là, il faut juste les mettre en pratique. Jean-Claude François, merci, c'était un plaisir de vous recevoir. Remercier. Excellente journée à vous. Voilà. Et bon travail. Merci. Voilà, Jean-Claude François était avec le point de ce matin. Arnaud Anthony en première partie. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Mon nom est Luc Nergaro. À bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Information, 36 62 08 08. MSC Trading. Plus pour moins.